coup, la fondation territoriale, a vu le jour il y a tout juste 9 mois. Donc c'est une très jeune fondation, qui est portée par une trentaine d'acteurs, sur le territoire, qui sont à la fois des associations, des entreprises, des collectivités, des syndicats, et la société civile qui ont souhaité, finalement, jouer un peu plus collectif sur le territoire qui est déjà très dynamique pour créer plus de synergie dans l'intérêt de la philanthropie locale. J'aime dire que l'idée de la fondation territoriale, c'est de relocaliser en circuit court la philanthropie et de faciliter le lien entre les associations et les entreprises locales pour réduire les inégalités locales. Et du coup, pour mettre, en œuvre cette mission que l'on s'est donnée, on a mis 3 outils en place. Le premier, c'est le Prime 44, qui est ce centre de ressources du mécénat gratuit pour les associations et les entreprises du 44, avec une palette d'outils, que vous pouvez découvrir sur notre site internet, sur l'onglet Prime 44 et notamment pour les associations. Ça passe par des webinaires d'information sur des thématiques bien spécifiques comme aujourd'hui, mais également des formations, du programme de mentorat, des ateliers de co-développement, hem, des permanences téléphoniques où on prend 45 minutes de temps pour parler vraiment de vos sujets, de mécénat et puis des outils pour sensibiliser aussi et accompagner les entreprises locales qui souhaitent se lancer dans le mécénat et qui ont besoin d'être, outillées. Donc on est vraiment dans cette idée de tiers de confiance et de facilitateur du mécénat local. Notre deuxième outil, c'est des appels à initiatives, sur des thématiques spécifiques. On vient d'en lancer un début mars sur l'égalité des chances pour la jeunesse. Et puis notre troisième outil, c'est, d'être un espace de coopération et d'interconnaissance entre acteurs qui ont justement pas trop l'habitude de travailler ensemble. Et dedans, on a 2 expérimentations. La première, c'est créer un observatoire des inégalités sociales, sociétales et environnementales sur le 44. Donc c'est un gros chantier qui est dans la même ADN que la fondation territoriale, des projets qui sont co-construits avec toutes les parties prenantes et où tout le monde peut, prendre le train en marche et nous rejoindre. Donc si vous avez envie d'y participer, vous avez, sur notre site internet, sur notre page LinkedIn, les dernières infos, les derniers comptes rendus et la possibilité de vous inscrire pour le prochain atelier qui aura lieu, courant juin. Et la deuxième expérimentation, c'est un agrégateur de mécénat de compétences. C'est pas un joli mot pour le moment, mais on va travailler sur le nom prochainement, où l'idée, c'est de faciliter et structurer le développement du mécénat localement, du mécénat, pardon, de compétences. Donc là, pareil, c'est de faire du lien entre les associations locales et les entreprises locales sur le sujet spécifique du mécénat de compétences. Voilà pour la petite introduction. Bien sûr, je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions et n'hésitez pas à prendre rendez-vous, dans le cadre de la permanence téléphonique, si vous voulez qu'on aille plus loin. Et maintenant, je vais laisser, la parole à Kazé Rimi, de KPMG. KPMG est l'un des 10 fondateurs de la fondation territoriale et donc on est ravis, de pouvoir, faire ce webinaire avec eux et on les remercie. Et maintenant, je vous laisse, la parole. Merci à vous, Fanny. Alors, bienvenue à tous dans ce webinaire sur le mécénat dans les associations, où nous allons répondre à vos questions fiscales. Alors, d'abord, on va se présenter. Je m'appelle Kazé Croire et je suis chargée de projet économie sociale et solidaire pour KPMG. Mon rôle, c'est de développer le secteur de l'ESS dans le cabinet. Et depuis plusieurs années, j'accompagne les structures de l'ESS dans leur stratégie de mécénat et également les entreprises. Je suis responsable des offres de conseil dans le cabinet. Donc, on propose un accompagnement à la collecte de mécénat, une formation au mécénat qui est destinée aux organismes sans but lucratif et aussi un accompagnement au mécénat d'entreprise qui, cette fois-ci, est destiné aux entreprises qui souhaiteraient se lancer dans le mécénat. Je vais laisser mon collègue Rémi se présenter. Merci Kazé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Rémi Djebara, je suis avocat chez KPMG Avocat, je suis fiscaliste et j'appartiens et je fais partie de la branche économie sociale et solidaire où une partie, je dédie une partie de mon activité au conseil en termes de fiscalité des organismes sans but lucratif. Alors, cette présentation va s'articuler en 3 grandes parties. D'abord, on va faire la différence entre l'intérêt général et la reconnaissance d'utilité publique. Puis, on va analyser en fonction des besoins de la structure quel rescrit il faut demander. Alors, l'intérêt général, reconnaissance d'utilité publique, de quoi parle-t-on? Alors, avant de définir ces 2 notions, il convient quand même de rappeler ce qu'est le mécénat et de faire la différence entre le mécénat et le sponsoring. Là où le sponsoring
est effectué dans le but de retirer un bénéfice commercial direct, le mécénat, c'est un don, c'est un soutien qui peut être financier, de compétences ou en nature, qui est apporté par une entreprise ou un particulier à un organisme d'intérêt général, mais sans que ce don ait une action directe sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans le cadre du mécénat, les contreparties, elles sont tolérées, mais à condition qu'il y ait une disproportion marquée avec le montant du don. Et une défiscalisation du don est bien sûr possible d'une partie du montant du don. Donc, sous certaines limites, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, c'est 60% du montant du don sur l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'il s'agit d'un particulier, ça peut être 75% du montant du don sur l'impôt sur la fortune immobilière ou 66% de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Je vais laisser Rémi prendre la suite sur le cadre légal du mécénat de compétences, parce qu'il existe 3 types de mécénat, hein, le mécénat en nature, le mécénat financier et le mécénat de compétences. Alors, plus particulièrement concernant le mécénat de compétences, puisque il nous a demandé de faire un petit focus dessus. Alors, le mécénat de compétences, c'est lorsque une entreprise met à disposition, sous certaines conditions, certains de ses salariés, et donc transfère le pouvoir de direction au bénéfice d'un organisme éligible, d'un certain nombre de ses salariés, pour y effectuer, dans un cadre contraint en termes de temps, une mission qui relève de l'intérêt général. Alors, cette mise à disposition est bien sûr éligible au régime du mécénat pour l'entreprise qui met à disposition ses salariés, et elle reste dans le cadre général du dispositif du mécénat de l'article 238 bis du Code général des impôts, c'est-à-dire qu'on peut défiscaliser le salaire chargé à hauteur de 60%, mais toujours dans la limite des 2 plafonds énoncés par le Code général des impôts, c'est-à-dire soit 20 000 € ou 0,5% du chiffre d'affaires. Alors, dans le Code général des impôts, il est énoncé 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, mais donc 0,5% du CA annuel hors taxe si celui-ci est plus élevé. On peut passer à la suite. Alors, attention, il y a toujours la question qui se pose, c'est les contreparties au mécénat. Alors, par principe, le mécénat doit être dénué de contrepartie, puisque sinon, on met à mal la notion d'intérêt, de libéralité, ou à tout le moins d'absence de contrepartie qui ferait basculer dans le sponsoring. Alors, les contreparties, si elles sont par principe interdites, elles sont par exception admises. Et cela, la doctrine administrative précise que pour qu'il y ait absence de contrepartie, il faut une disproportion marquée. Et la doctrine prévoit qu'une disproportion marquée équivaut peu ou prou à 25% du montant du don. Alors, pour les entreprises, pardon. Pour les entreprises, 25% du don, c'est assez facile à calculer lorsqu'il s'agit d'une remise de biens. On calcule par rapport au prix de revient. C'est un peu plus compliqué lorsqu'il s'agit de prestations immatérielles, mais ça, on pourra y revenir. C'est lorsqu'il y a, par exemple, on y accole le nom du mécène dans le cadre d'une communication plus globale. L'administration a récemment publié quelques guidelines pour aider à valoriser cette contrepartie. Pour ce qui est des particuliers, celle-ci est toujours aussi limitée à 25% par rapport au montant du don, néanmoins plafonnée à une somme de 73 €. Voilà. Bon, on peut passer ensuite, slide suivante. Alors, 2 notions aussi, qui sont en général, qui sont malheureusement un peu confondues entre la notion d'intérêt général et la notion de reconnaissance d'utilité publique. Alors, je sais pas pour vous, excusez-moi Rémi, moi Oui. je vois plus la présentation. Je sais pas si Ah, je suis la seule concernée. bah nous, on l'a pas sauté, on l'a toujours. Bah, on va peut-être arrêter le partage Oui, en moi je la vois encore. Bon, bah, Bon, c'est bah, moi alors. OK, on va recommencer alors pour Fanny. Hop, fenêtre. Ouais. N'hésitez pas à intervenir Vraiment en termes de participation parce que c'est quand même très technique et ça déroule. Du coup, c'est vraiment important que ça puisse être clair pour chacun d'entre vous. Donc, n'hésitez pas vraiment à stopper si vous avez des questions. Après, peut-être pour un certain d'entre vous, c'est déjà clair et juste du rappel, donc pas de souci. Ou on pourra, Fanny, sinon, faire une séance de Q&A à la fin? Oui, bien sûr, OK. après les questions précises, oui, complètement.
Alors, intérêt général, reconnaissance d'utilité publique, de quoi parle-t-on? En effet, il y a la notion d'intérêt général est une notion fiscale, alors que la reconnaissance d'utilité publique est une notion qui est plus empreinte juridique. L'intérêt général, c'est la notion, je dirais, c'est la pierre angulaire qui permet à un organisme sans but lucratif de ne pas être fiscalisé et aussi d'être éligible au régime du mécénat. Il y a certaines conditions à remplir pour l'intérêt général. Il ne faut pas fonctionner au profit d'un cercle restreint, il ne faut pas exercer d'activités lucratives. Et puis, il y en a une qui m'échappe, mais je la retrouverai. Gestion Et la désintéressée. gestion désintéressée, bien évidemment, merci. Et c'est d'ailleurs la plus importante ou la plus compliquée, à mon avis, à adresser. Ensuite, la reconnaissance d'utilité publique, là, est une notion juridique, puisque la notion d'utilité publique, enfin de reconnaissance d'utilité publique, est au terme d'une procédure qui est longue et fastidieuse et compliquée, obtenue par une reconnaissance, par un décret, pardon, pris en Conseil d'État. Ce qui donne l'immense privilège d'avoir un membre un commissaire du gouvernement qui peut à loisir siéger au conseil d'administration de l'association, enfin de l'organisme qui bénéficie de la reconnaissance d'utilité publique, que ce soit une fondation ou une association. Alors, les avantages, s'ils étaient plus importants il y a quelques années, avant qu'il y ait une modification et qui permettent aux associations de bénéficier de legs et de donations. Avant, donc l'avantage était plus important. Maintenant, l'avantage se situe plus en termes de communication et d'affichage, puisque on a plus comme donateur tendance à donner à une association qui est RUP, c'est une sorte de label, je dirais, plus que fondamentalement une différenciation en termes d'avantages fiscaux, si ce n'est la possibilité d'avoir une exonération de droits de mutation à titre gratuit sur certaines activités, lorsque les organismes RUP mènent certaines activités. Sinon, les différences sont plutôt ténues. Et ben on va passer à la suite. Kazé. Oui, alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces statuts? L'intérêt général, alors on doit remplir 3 conditions pour prouver qu'on est bien un organisme d'intérêt général. Comme Rémi l'a précisé tout à l'heure, il faut être non lucratif, avoir une gestion désintéressée et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Alors comment on fait pour être d'intérêt général? On effectue une demande de rescrit fiscalité ou mécénat et c'est l'administration qui vérifie que les critères d'intérêt général sont remplis a posteriori. Est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus, des conseils? Oui, alors la reconnaissance d'intérêt général, de toute façon, on l'est ou on ne l'est pas, mais c'est-à-dire que l'administration ne vient pas, elle vient seulement nous confirmer qu'on l'est en réalité. Elle donne son blanc-seing, mais attention, on l'est au moment où l'administration donne son blanc-seing, c'est-à-dire qu'à temps plus 1, on ne peut plus l'être si les conditions ne sont plus remplies. La reconnaissance finalement de l'intérêt général ne s'obtient pas tant par le rescrit, mais c'est plutôt par les modalités de fonctionnement de l'organisme qui sont appréciées par l'administration dans le cadre de son rescrit dit fiscalité ou dans le cadre de son rescrit dit mécénat. Mais ce n'est pas un rescrit qui porte stricto sensu sur l'intérêt général de l'organisme, à la différence du rescrit dit mécénat, où là, on a le blanc-seing de l'administration sur la capacité de l'organisme à pouvoir émettre des reçus. Et c'est d'ailleurs l'objet de la slide suivante. Excusez-moi, j'ai une Oui. petite question. Qu'est-ce que ça veut dire ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes pour une Alors, association qui cible forcément des bénéficiaires, entre guillemets, enfin qui tout à s'occupe d'une fait. certaine population? Tout à fait. Et- Alors, il ne faut pas, par exemple, il y a des exemples qui sont donnés par l'administration fiscale dans le cadre de sa doctrine administrative. C'est par exemple une association d'anciens élèves. Là, il est estimé que ça bénéficie à un cercle restreint de personnes. En revanche, une association qui vise une population en particulier, mais qui nécessite une attention particulière, comme par exemple les femmes ou les gens issus de minorités ethniques, les personnes sans papier, les SDF. Là, c'est pas parce qu'on vise une population en particulier que l'association bénéficie d'un cercle restreint. Il y a quand même derrière la notion de personnes qui nécessitent une attention particulière. Donc, si ce D'accord. n'est pas le Ouais. cas, on peut rapidement basculer dans la notion de cercle restreint, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'exemple des anciens élèves ou d'une fondation qui est faite pour servir uniquement les intérêts d'une famille en particulier ou d'un groupe de D'accord. personnes visées. Ok. Je reconnais Merci. que parfois la limite est ténue. Oui.
Merci beaucoup. Petite question sur le chat, est-ce que le rescrit est obligatoire? Du tout, mais il est vivement conseillé. Il est d'autant plus conseillé que depuis l'obligation de la loi de finances pour 2022, alors c'était la loi de finances pour, oui, pour 2022, de se voir émettre des reçus fiscaux pour les entreprises qui avant n'avaient pas l'obligation d'avoir des reçus fiscaux. Il est de plus en plus fréquent que les mécènes demande à avoir le rescrit pour être certain que l'organisme qui délivre le reçu fiscal est en capacité de l'émettre. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, un client nous a appelé parce qu'il doit bénéficier d'une grosse donation. Et son donateur a souhaité qu'il soit certifié, qu'il soit en capacité d'émettre le reçu fiscal et donc qu'il n'y ait pas de risque de remise en cause du reçu. Et pour ce faire, eh ben, il a fallu se lancer dans le cadre du rescrit fiscal dit du L80C du LPF, c'est-à-dire le rescrit mécénat, dont on va parler juste après. Mais là, c'est quelque chose qu'il faut anticiper parce que le délai pour l'administration pour répondre est de 6 mois. Donc, autant anticiper la démarche. Eh ben, la transition est toute trouvée s'il n'y a pas d'autres questions pour passer à la slide suivante. La reconnaissance d'utilité publique. Alors, comment est-ce qu'on obtient la Pardon, reconnaissance c'est la reconnaissance d'utilité publique, ouais. et pas le mécénat. Pourquoi Pardon. tu voulais parler d'autre chose, Oui, Rémi? je pensais qu'on parlait du mécénat, du rescrit mécénat. De rescrit Mais mécénat. peu Non, importe. ça, on en parle plus Ok. tard, c'est après. Mais on va passer, on va quand même s'attarder sur la reconnaissance d'utilité publique. La RUP, bon, il faut être d'intérêt général pour l'obtenir et c'est un statut qui est souvent accordé à de grosses structures qui ont beaucoup d'impact, qui ont au moins 3 ans d'existence, qui ont au moins 200 adhérents et qui ont un rayonnement qui dépasse le cadre local. Il y a une véritable effervescence en fait autour de ces structures. Elles ont un fonctionnement démocratique et elles ont aussi certaines ressources. Plus de 46 000 € de ressources annuelles et des subventions publiques inférieures à la moitié du budget. Des résultats positifs également au cours des 3 derniers exercices. Alors, pour l'obtenir, on formule une demande auprès du ministère de l'Intérieur, mais c'est une procédure qui est quand même longue et complexe et qui nécessite vraiment, bien souvent, hein, Rémi, toi, tu as pu le voir, hein, l'accompagnement d'un avocat. Tout à fait, tout à fait. Et alors, je mettrai un bémol sur les ressources annuelles, hein, 46 000 €, puisque en fait, c'est la théorie, mais en pratique, il est nécessaire d'avoir des ressources beaucoup plus élevées pour avoir l'attention du ministère de l'Intérieur quant à cette demande. En dessous, un Moi, certain. j'avais notion, Rémi, je me trompe peut-être, qu'il fallait une dotation d'1 500 000 Oui, alors il y a la dotation, la dotation et les ressources annuelles, mais en effet, 1 500 000, moi j'ai plutôt des échos à 2 millions. D'accord. Et il y en a une centaine, en fait, en France qui sont Il n'y en a remis, pas comme on dit. beaucoup, et je dirais qu'il y en a de moins en moins qui se lancent dans l'aventure parce que c'est compliqué et puis comme, je l'expliquais après, on fait rentrer au conseil d'administration un membre du commissaire du gouvernement, on est finalement plus trop chez soi. Après, c'est quand même un très, très beau label, hein, pour ceux qui font l'appel à l'AGP, à l'appel à la générosité publique, le fait d'être RUP, c'est quand même, une belle marque. Voilà, si je peux me permettre de parler ainsi. Alors là, on va approfondir sur les actualités fiscales relatives au mécénat et je vais te laisser Rémi prendre la suite. Alors oui, quelques actualités fiscales, alors qui sont moins d'actualité, mais qui l'étaient lorsque j'avais écrit ces slides. Si vous vous souvenez, la loi pour le séparatisme, qui date de 2000, c'était quand? 2022? Ah non, pardon, c'était 2021. Avait institué un certain nombre de mesures, mais je crois que le principal qu'il faut retenir, c'était, on va passer à la slide suivante, c'est sur la nouvelle obligation qui est faite, alors aux organismes sans but lucratif de devoir discloser le nom de leur mécène. Voilà, c'est ça. Le montant global. Voilà, les organismes qui délivrent des reçus fiscaux ont l'obligation de déclarer le montant global des dons versés qui ont fait l'objet d'un reçu fiscal et le nombre des reçus qui ont été délivrés. Ça, c'est une mesure qui est importante puisque jusqu'alors, les organismes n'avaient pas l'obligation de tenir ce suivi. Se poser la question de savoir sous quelle forme ça devait être fait, ce reporting. Alors, l'administration a précisé qu'il y avait trois cas différents. Soit l'organisme est partiellement soumis à l'IS, et donc dans ce cas-là, il y a un formulaire additionnel dans la 2065, c'est-à-dire l'alias fiscal,
pour y reporter ces informations. Soit elle n'est pas soumise à l'IS au taux de droit commun, mais seulement à l'IS au taux réduit sur ses revenus patrimoniaux. Et dans ce cas-là, il y a un encart particulier pour y inscrire ces informations. Ou si elle ne l'est pas du tout, dans ce cas-là, il y a un site particulier pour faire la déclaration. Et sinon, l'autre actu qui était quand même très importante et qui a occupé pas mal ces derniers temps, c'est au niveau, alors et ça c'est le pendant de la mesure d'avant, c'est-à-dire c'est au niveau de celui qui reçoit, celui qui reçoit le don. Maintenant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est si les particuliers ont toujours été dans l'obligation de se voir remis, en tout cas d'être en mesure de présenter un reçu fiscal à l'administration en cas de contrôle. Ce n'était pas le cas pour les entreprises mécènes. Depuis les dons émis à compter du 1er janvier 2022, ou les exercices à compter du 1er janvier 2022, les entreprises sont tenues d'avoir un reçu fiscal qui correspond à un modèle qui a été publié au mois de juin 2022. Alors se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé entre janvier et juin. Là, il y a quand même un gros flottement et on sait en off de l'administration que la version antérieure du reçu ne serait pas contestée. Mais en tout cas, voilà, il faut se voir émettre un reçu fiscal qui répond au modèle du formulaire dit 2041 MEC-SD. Est-ce que vous avez des questions? Je vais aller peut-être un peu plus vite sur cette partie-là. Mais est-ce que vous avez des questions sur ce formulaire à se voir remettre en tant que Moi donateur? j'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'on peut toujours personnaliser son reçu fiscal ou est-ce qu'il faut être sur ce formulaire CERFA? C'est une excellente question. On a eu... alors, on conseille je pense le plus gros organisme sans but lucratif français qui s'est rapproché de Bercy parce qu'on avait cette question-là aussi, de savoir si ça doit être stricto sensu le formulaire, parce que pose dans la doctrine où il est bien marqué, non pardon, c'est dans la loi qu'il est marqué, que ça doit répondre à un formulaire, un modèle de formulaire qui était publié par décret et puis par jeu de renvoi, donc c'est le formulaire 2041. Mais il y a cette notion de modèle. Et qu'est-ce qu'il fallait entendre par modèle? Et finalement, ce qu'on en a compris, nous, et à travers les réponses qu'on a pu avoir en off, c'est que dès lors qu'on a toutes les mentions dites obligatoires de ce formulaire, s'il est personnalisé, c'est-à-dire si on a en en-tête, on n'a pas la Marianne, mais on a le logo de l'organisme, dès lors que toutes les autres catégories qui constituent ce formulaire sont reprises, et les catégories qui sont d'application au cas d'espèce, autrement dit, si on est sur un mécénat en nature, on n'a pas besoin d'avoir les cases qui sont relatifs au mécénat de compétences, et inversement. Mais en tout cas, si on reprend stricto sensu les catégories qui nous intéressent, on ne serait pas inquiété à produire un formulaire qui serait un petit peu éloigné en termes de cosmétique du formulaire 2041 MECSD. Est-ce que ça répond à ta question? Merci. Je vois Aurélie qui a une question également. Alors, moi, ma question, ça va un peu plus précisément dans ce formulaire CERFA là, que j'ai rempli à plusieurs reprises, mais sur lequel je me pose encore des questions et j'ai parfois pas toujours coché parce que je ne savais pas à quoi ça correspondait. J'ai des questions en particulier sur les différents types d'articles auxquels correspond la réduction d'impôt. Il y a aussi la forme du don. Parce qu'on parle d'actes authentiques, d'actes sous seing privé ou déclaration de don manuel ou autre, oui. en sachant que moi, j'ai pas, voilà, on a en général, on a une convention de partenariat avec notre mécène, mais c'est ni un acte authentique, enfin bref, ça me semble remplir. Alors peut-être que c'est juste autre. Et puis voilà, c'est tout. C'était sur les articles de type de réduction d'impôt entre 200 du CGI, 238 c'est pour les personnes bis, physiques, 238 bis c'est pour les personnes morales, et ensuite il y a le 795, si je ne me trompe pas, c'est pour la réduction d'impôt pour l'IFI, pardon. Et puis voilà, on a fait le tour. Ah, d'accord. Donc ça c'est IFI, personne morale et personne physique. Donc personne morale, en général, c'est les entreprises, et personnes physiques, ça va être des particuliers. Okay. Tout à fait. D'accord. Mais les plafonds sont différents, les conditions d'application ne sont pas toujours les mêmes non plus. Et pour ce qui est de votre question précise pour savoir quel cas se cocher, en fait, c'est du cas par cas, et peut-être que
le plus approprié serait, je ne sais pas, éventuellement votre expert comptable qui pourrait peut-être vous délivrer une petite formation là-dessus ou... D'accord. Ok. Et j'ai une dernière question, Rémi, dans le chat. Quel sera le délai et la temporalité pour la déclaration à l'administration? Est-ce que c'est après la clôture annuelle ou sur l'année civile? Normalement, c'est à fournir. Attendez, de quoi parle-t-on pour la remise des formulaires? Les formulaires doivent être donnés à l'organisme qui a émis le don et doivent être tenus à disposition de l'administration dans le cadre du dépôt de salias fiscal. Donc, ça signifie au mois de mai qu'il doit être en mesure, postérieurement à salias, enfin au filing, pardon, au dépôt de salias, d'être en possession des justificatifs. Et de toute façon, les commissaires aux comptes demandent à ce que ça soit transmis avec, enfin, en tout cas, ils le regardent. Alors, je pense que c'était peut-être au regard de la responsabilité de l'association de faire ces déclarations des dons pour lesquels elle a mis des reçus fiscaux. Ah, Je crois que normalement, c'est fin d'année, non? C'est pas elle le c'est fait au 31. 31-12, hein. Si elle est sur un exercice annuel. Ok. Next. Alors maintenant, on va passer à quel rescrit pour quel besoin, la seconde partie de cette présentation. Alors, selon vos besoins, vers quel rescrit devrez-vous vous tourner? Si vous vous interrogez sur le caractère lucratif ou non de vos activités, vous avez besoin d'un rescrit fiscalité. Si vous souhaitez interroger l'administration fiscale sur votre éligibilité au mécénat, donc c'est-à-dire votre habilitation à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux, c'est vers le rescrit mécénat qu'il faudra vous tourner. Alors maintenant, comment l'obtenir? Rémi va vous répondre en détail. Comment obtenir un rescrit fiscal, fiscalité ou un rescrit mécénat? Alors, le rescrit fiscalité, c'est le rescrit dit un peu général, hein. Il est codifié sous l'article L80B1 du code du livre des procédures fiscales. C'est un exercice un peu contraint, c'est-à-dire que l'administration, dans sa doctrine, publie une sorte de guidelines, de cadre qu'il faut respecter pour pouvoir formuler sa demande. On adresse le tout avec un certain nombre de pièces à l'administration. Au correspondant association du département, puisque est désigné un correspondant ou deux correspondants associations par département, ils sont en charge de la demande. L'administration a 3 mois pour instruire la demande et en cas de silence de l'administration, cela vaut rejet. On y expose, alors comme je vous disais, un certain nombre de renseignements et là on a mis le mode de fonctionnement de l'organisme, la nature de ses activités, les conditions de leur exercice. En général, il y a un jeu de questions-réponses qui s'effectue avec l'administration puisque elle a tôt fait l'administration d'attendre quelques semaines, voire quelques mois, et puis ensuite de vous poser des questions, ce qui fait que le délai repart. Bon, et c'est pour ça qu'il est en général de bonne loi d'interroger l'administration en off ou de l'appeler, de savoir si elle est bien en possession de l'ensemble des éléments, de façon à pouvoir devancer et lui transmettre rapidement les éléments complémentaires dont elle aurait besoin, de façon à ne pas se retrouver à devoir d'attendre des mois et des mois pour avoir une réponse. Donc là, on est sur le rescrit dit fiscalité, le L80B. Ensuite, en fonction de la réponse de l'administration, hein, vous savez si vous devez être assujetti ou pas aux impôts commerciaux en fonction de vos activités. Mais si votre question, c'est de savoir si vous êtes dans la capacité d'émettre des reçus fiscaux, là, on est sur le dispositif du L80C du livre des procédures fiscales, qui est régi par une autre temporalité, c'est-à-dire que là, c'est 6 mois pour l'administration pour répondre, avec un silence de l'administration vaut acceptation de votre demande. Actuellement, l'administration prend bien les 6 mois pour instruire la demande. Il est compliqué d'avoir une réponse plus tôt. Et là, on est aussi dans un exercice un peu contraint, c'est-à-dire qu'on y délivre peu ou prou les mêmes renseignements que pour le rescrit dit fiscalité, à la différence que l'administration scrutera d'autant plus l'activité même de l'administration, parce que, outre la notion d'intérêt général, qui est une notion qui est fondamentale pour autant le rescrit fiscalité que le rescrit mécénat, il y a aussi l'activité même de l'association, puisque seules certaines activités sont éligibles au régime du mécénat. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet en particulier?
Moi, j'ai une question. Quand on est une association qui a un peu moins d'1 an, un peu moins de 2 ans, que l'activité est encore en train de se structurer, de se mettre en place, est-ce Mhm. qu'il est pertinent de le demander tout de suite ou plutôt pertinent d'attendre que l'activité se structure au regard du fait que le rescrit, il est valable à un instant T, au regard de l'activité actuelle? Bah, c'est une bonne question. Pardon, c'est à peu près dans le même sujet. Une association qui est relativement récente, qui a un gros projet, et notamment EVS. Donc, c'est une association qui ne va jamais rapporter d'argent et qui n'aura jamais les montants que vous avez annoncés tout à l'heure. Nous, ce sera forcément toujours des budgets en dessous du million, ça c'est sûr, même des 500 000. Donc, on n'aura jamais, parce qu'on a déjà déposé 2 fois le dossier, on est reconnu d'intérêt général, mais pas d'utilité publique. On ne peut pas avoir le rescrit, quoi. Donc, je pense qu'on ne l'aura jamais, ce truc-là. Alors, Je attendez, pense qu'il faut on parle de... éclaircir des petites Oui, choses. il y a des notions différentes. La notion d'utilité publique, mettez-la de côté, parce que l'utilité publique, c'est plutôt, je disais, un affichage, et ça s'obtient par décret en Conseil d'État. Là, les notions de rescrit, c'est uniquement pour les associations dites d'intérêt général. Ah, ouais. Oui. D'accord. Alors, et de ce fait, soit vous voulez savoir si les activités que vous menez dans le cadre de votre association, est-ce que c'est des activités qui peuvent être considérées comme étant lucratives, c'est-à-dire assujetties aux impôts commerciaux? Absolument pas, ça c'est sûr. Et on est reconnu d'intérêt général, mais on n'a pas le Alors, droit. il n'y a pas de reconnaissance d'intérêt général. Comme j'expliquais, l'intérêt général, ce n'est pas une reconnaissance en soi, contrairement à l'utilité publique. L'intérêt général, vous l'êtes, de facto, si vous menez des activités qui ne sont pas lucratives, qui ne bénéficient pas à un cercle restreint et que votre gestion est désintéressée. Ça, on a tout ça, ouais. Vous avez tout ça, c'est donc que vous avez obtenu un rescrit dit fiscalité, donc du L80B du LPF. Est-ce que vous avez obtenu un rescrit aussi dit mécénat du L80C? Non, enfin, c'était assez incompréhensible, en fait, leur réponse. Mais voilà, ce qu'on a retenu, c'est malgré que vous soyez d'intérêt général, voilà. Oui, je l'ai plus sous les yeux, Bon, c'est mais pas on grave. avait le droit à rien, quoi, c'est sûr. Vous avez le droit à rien. C'est-à-dire, bon, écoutez, on tient à votre disposition pour en discuter. Et pour répondre à la première question concernant la temporalité et quel était le meilleur moment, je vous dirais, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend de votre... Est-ce que, déjà, sur le fait que vous soyez une association qui est dite jeune, pour moi, ce n'est pas un obstacle, dans la mesure où vous avez quand même un petit peu de recul en termes de chiffres, parce que l'administration vous demande quelques datas en termes de chiffre d'affaires, enfin, oui, chiffre d'affaires, de recettes, de dépenses. Si vous êtes trop jeune, vous n'aurez pas ce recul nécessaire pour pouvoir fournir déjà ces données à l'administration. Mais ce qui n'est pas un obstacle en soi, hein. Mais vous avez raison, vous disiez, oui, le rescrit est valable à un instant T, et que si vos activités sont amenées à évoluer, normalement, on doit ressaisir l'administration. Ensuite, il faut raison garder aussi, si vous vous éloignez pas trop, si vous restez toujours dans la même veine, si vous développez pas de nouvelles activités qui pourraient susciter des questions d'administration, vous pouvez toujours conserver votre rescrit. Et étant précisé qu'il appartiendra à l'administration, si elle vient vous contrôler, de démontrer que vos activités ne sont plus les mêmes et que le rescrit n'est plus valable. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut continuer. Eh bien, c'est la fin de cette présentation. Si vous le souhaitez, on peut éventuellement voilà, vous parler de l'accompagnement de KPMG en détail. Après, il y a Mais on en a peut-être des déjà. questions précises sur vos cas spécifiques. Je sais qu'on avait des sujets autour des chantiers d'insertion ou des associations qui ont une partie de chiffre d'affaires, d'activités qui rapportent sans être fiscalisées. Toujours, quel est le seuil? Quels sont les points d'attention à ce niveau-là? Chantier d'insertion, il faut savoir quel est le public qui est bénéficiaire de ça. C'est toujours pareil, c'est-à-dire j'ai un cas actuellement où c'est
un organisme non lucratif qui mène une entreprise, enfin, qui a une entreprise d'insertion sous forme une blanchisserie. Il s'avère qu'il concurrence le secteur privé lucratif et que cette activité, en dépit du fait qu'il y ait une volonté de vouloir remettre au travail une certaine catégorie de population qui est éloignée, il n'en demeure pas moins que par les prix qui sont pratiqués, les méthodes commerciales qui sont mises en œuvre ne se distinguent pas des entreprises commerciales et que de facto, elles devraient être soumises aux impôts commerciaux. Donc il faut toujours mener une étude au cas par cas, de savoir, sous l'égide de la règle des 4 P notamment, qui est détaillée par l'administration dans le cadre de sa doctrine, si on concurrence ou pas une entreprise commerciale lucrative. Ok. Oui, Alors, bonjour. oui, allez-y. Oui, j'ai une question. Voilà, je suis président d'une association d'anciens élèves, donc on ne peut pas être reconnu d'intérêt général, ça c'est clair. Notre école est reconnue d'utilité publique, donc on travaille on l'aide effectivement à recevoir des dons. Et j'avais une question concernant la RUP. À la RUP, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait au minimum 200 adhérents. Est-ce que c'est rédhibitoire? J'ai bien peur que oui, mais enfin, vous me disiez que vous l'avez déjà, la reconnaissance d'utilité publique. Oui, mais il n'y a pas 200 adhérents. Vous l'avez, d'accord, je comprends. Oui, alors, vous l'avez, une fois qu'elle est donnée, mais attention, l'administration pourrait vous la reprendre au prétexte que les conditions sont plus remplies. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui est assez critique, en fait, c'est qu'il faut renouveler sa cotisation tous les ans dans ce type d'association. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, faire un prélèvement automatique, ce qui fait que, en fait, les adhérents, de temps en temps, oublient, hein, même si cette cotisation est très minime. Donc, ça pose des problèmes de recouvrement, en fait, des cotisations tous les ans. Je comprends. Alors là, on est plus sur des modalités juridiques avec lesquelles je suis moins à l'aise. Si vous me dites qu'on ne peut pas... Alors, oui, la personne est obligée, d'abord, c'est une personne physique, pas une personne morale, donc elle est obligée de reverser tous les ans une somme de 10 € par exemple. Oui, la cotisation pour être membre, ce qui est normal. Dans la durée, c'est quand même assez gênant parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de faire, j'allais dire, un virement régulier, surtout pour des sommes comme ça, quoi. Après, oui, on est plus sur des outils techniques. Là, il faut voir avec Helloasso des choses comme ça. Je me demande s'il n'y a pas quand même des rappels automatiques que vous pouvez envoyer pour justement inciter à renouveler de façon plus facile. Voilà, mais je crois qu'on est sur l'histoire de renouvellement. Il faut quand même que la personne démontre une intention de vouloir être membre, parce que si elle l'est, j'allais dire, à l'insu de son plein gré, ça ne marche pas, quoi. Il faut qu'elle fasse... il faut qu'elle soit présentée. Chaque membre doit être présenté par 2 personnes déjà déjà membres. Coopté, c'est une question de règlement intérieur, c'est de la tambouille. Oui, sur la cooptation, j'entends. Ensuite, sur le renouvellement automatique, je n'ai pas d'opinion pour l'instant. D'accord. Est-ce qu'il y aura une évolution de la loi vers les organismes d'anciens élèves? Non, parce que je crois avant les années 90, c'était possible. En tout cas, alors, je fais de la fiscalité depuis moins longtemps que les années 90. Non, je plaisante, mais non, enfin, ça me paraît quand même une doctrine qui est relativement constante, hein, puisque dans la doctrine qui était leur BEI, le 4H506, donc 2006, je sais que c'était déjà le cas. Après les années 90, j'en sais rien, mais ça me paraît être une constante. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, je vois encore des questions dans le chat. Une feuille d'émargement salarié-association est-elle nécessaire comme justificatif pour l'administration fiscale ou recommandée? J'ai pas compris la question. Alors, ouais, est-ce que c'est dans le cadre de salarié-association? Est-ce que c'est dans le cadre du mécénat de compétences, peut-être, la question? Est-ce que, Corinne, vous pourriez préciser? Oui, bonjour, oui. Dans le cadre du mécénat de compétences, donc le salarié va dans l'association remplir sa mission. Est-ce qu'il faut demander, chaque fois qu'il va dans l'association, est-ce qu'il doit signer? Il y a une feuille d'émargement et l'association aussi, ce qui permet de calculer le nombre d'heures dans l'année de mécénat de compétences ou comme justificatif pour l'administration fiscale.
Oui, il faut un justificatif. Alors, normalement, si les choses ont été mises en œuvre correctement, vous avez fait, il y a une convention qui a été signée Oui, entre oui, voilà, oui, l'assistance. mais ça ne donne pas toujours le nombre d'heures. Vous avez entièrement raison. Il faut prévoir une annexe ou un avenant avec le détail des jours où cette personne est mise à disposition pour ensuite calculer le montant de crédit d'impôt parce que celui-ci, il est calculé à pro rata temporis des jours Oui. des heures où cette personne est mise à disposition avec son salaire chargé plus éventuels avantages prévus au contrat. Euh, et donc la réponse est oui, il faut prévoir un détail pour pouvoir déjà pour l'organisme établir le reçu fiscal, parce que et c'est comme le reçu fiscal est établi en fonction des informations qui sont données par l'entreprise mécène, il faut qu'elle-même soit aussi à disposition de pouvoir dire bah, mon salarié a travaillé chez vous X jours, son salaire chargé mensuel étant de temps, avec un petit calcul simple, et ben, vous démontrez que le reçu fiscal auquel vous avez le droit s'élève à. D'accord, merci. J'ai une petite question de précision sur ce point-là. On parle de l'avenant au contrat. Localement, sur des plus petites entreprises, on voit facilement des engagements où l'entreprise donne la possibilité à un salarié de donner 1 ou 2 journées par an. On est d'accord que l'avenant au contrat n'est pas forcément obligatoire? Il n'est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé pour éviter toute problématique de prix illicite de main-d'œuvre. Enfin, voilà, il faut s'assurer que toutes les conditions sont remplies, que l'organisme est à même de recevoir. Je sais que c'est compliqué en pratique de mettre ça en œuvre pour des petites mises à disposition. Euh, il est à réfléchir, et nous, on y réfléchit chez KPMG, d'avoir un process un peu plus allégé, parce qu'on a des possibilités d'accompagner pour des mises à disposition qui sont plus longue durée, donc avec des contrats un peu plus costauds, mais sur des choses un peu plus light, on travaille sur des formulations plus légères aussi, mais qui doivent être, en tout état de cause, il faut qu'il y ait un peu de formalisation autour de tout ça. Mais du coup, la convention de mécénat de compétences et puis, comme Corinne parlait, une feuille d'émargement suffit ou est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin? Je pense qu'il y a quand même un minimum à indiquer en termes de... Mais là, ça relève plus du droit social sur le transfert des risques, tout ça est à encadrer le temps de la mission, donc un petit peu plus loin quand même. D'accord. Et alors, il y a une question dans le chat. Où trouver les informations sur les contreparties immatérielles dont vous parliez? Oui, dans la doctrine administrative, je ne l'ai pas en tête, je ne connais pas par cœur le numéro du BOFIP. Néanmoins, c'est détaillé, je pourrais les retrouver. Non, je ne connais pas par cœur, j'aurais du mal à retrouver. Néanmoins, l'administration les a disclosés dans un BOFIP qui a été mis à jour au mois de juin 2022, je crois, ou juillet 2022, où elle expose les contreparties matérielles dans BOFIP BOI, ça va être BOI RICI, puis après 250 et je ne sais plus la suite. Est-ce qu'on y retrouve surtout les informations sur la revalorisation en pourcentage des 0,5-10% en fonction de la zone géographique d'impact de l'association, c'est ça? Où elle va être C'est locale, exactement ça. régionale ou C'est nationale? exactement ça. C'est exactement ça, tout à fait. Et ça va plus loin que ça ou c'est essentiellement ça? C'est Sur la... essentiellement ça. D'accord. Essentiellement ça qui est donné. Non, mais... Est-ce qu'il reste une dernière question? N'hésitez pas, c'est le moment. Vous avez des experts juridiques. Si vous avez des questions, il faut les poser. Eh bien, sinon, je vous laisse conclure et Kazé présenter un petit peu l'offre d'accompagnement de KPMG. Très bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Alors, on va commencer par les offres de KPMG Avocat, hein, juridiques et fiscales. Rémi, peut-être que tu pourrais entrer tout de suite en détail.
Alors, comment on accompagne nos clients? On les accompagne déjà au stade de la réflexion, savoir si lorsqu'ils veulent monter un outil de philanthropie, savoir sur quel organisme ils veulent se lancer, parce que entre une fondation d'entreprise, une fondation, qu'elle soit ou non reconnue d'utilité publique, un fonds de dotation, une association, les enjeux ne sont pas les mêmes, les modalités de création ne sont pas les mêmes non plus. L'aura que dégage l'organisme n'est pas le même non plus. Donc, on est sur différentes dimensions dont il faut bien avoir conscience avant que de se lancer dedans. Il y a aussi savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec cet outil. Est-ce qu'on veut faire un outil de pure philanthropie? On veut faire un outil de communication, un outil de fédération pardon, des salariés éventuellement de l'entreprise. Donc, toutes ces questions, il faut se les poser en amont. Et là, donc, c'est pas moi qui m'en charge, j'ai une de mes collègues qui est spécialisée dans cet accompagnement et notamment sur le juridique et qui permet de pouvoir, du début de la phase de maturation de la réflexion jusqu'au dépôt des statuts et à l'obtention des numéros d'agrément, accompagner les porteurs de projets. Après, on a les aspects fiscaux dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est soit l'organisme veut être assuré qu'il n'est pas fiscalisé, et donc là, on a tout l'accompagnement au rescrit d'e-fiscalité et le rescrit mécénat, où là, l'organisme veut être assuré il peut sans trembler pouvoir délivrer des reçus fiscaux. Casé. Alors, on va passer aux offres de conseil. Alors, effectivement, il y a la formation mécénat. Cette formation, elle est destinée à une ou plusieurs structures qui sont plus ou moins matures pour le mécénat. Et le but, c'est de vous donner les fondamentaux du mécénat. Bon, souvent, c'est des structures qui veulent se lancer, qui connaissent pas trop, qui sont d'intérêt général et qui aimeraient diversifier leurs sources de financement. Et concrètement, ce qu'on vous donne, c'est des outils de fundraising. C'est pas l'accompagnement à la collecte de mécénat, où là, on adopte plutôt la posture du consultant qui va venir faire la collecte pour l'association. La formation mécénat, on vous forme, on vous apprend à collecter du mécénat. Alors, il y a une autre offre aussi qui est orientée vers les entreprises qui souhaiteraient se lancer dans la philanthropie, qui ne savent pas par où commencer, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entreprises souhaiteraient faire du mécénat, mais voilà, ils ne savent pas quel est le cadre légal, comment faire, vers quelles associations se tourner et c'est notre dernière offre de conseil. Est-ce que vous avez des questions sur les offres? Elle est sans voix. Oui. Vous vous déplacez, enfin, vous êtes dans le 44, vous êtes situé, vous On est à avez La des Défense. consultants partout? Nous, on est à Paris. Par Oui. contre, on a, à terme, oui, on a des consultants effectivement dans tous les bureaux, hein, des consultants, il n'y en a pas seulement à Paris. Et bon, si vous êtes intéressé par les offres de conseil, bon, les avocats, pareil, hein, ils sont pas seulement à Paris, il y en a. La visioconférence fonctionne très bien. Ouais. En fait, il y a une antenne à Nantes, à Porte de la Chapelle, géographiquement parlant, mais beaucoup de choses au niveau de l'ESS se fait avec les équipes de Paris, et donc plus facilement en visio. Et c'est vrai que nous, on est spécialisés là-dedans. Par exemple, Rémi, c'est vraiment l'avocat de référence pour les questions fiscales chez KPMG Avocat. Donc, c'est vrai que Rémi, parfois, il est amené à se déplacer si besoin. Moi, pareil, je me déplace aussi pour les offres de conseil parce que c'est une offre qui est assez récente chez KPMG. Donc, oui, pour répondre à votre question, on se déplace. D'accord. Heureusement, il y a la visio parce qu'on conseille notamment un organisme qui est à Tahiti. Donc, heureusement qu'on ne fait pas les allers-retours. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de conclure sur ce webinaire? Non. Eh bien, très bien. Je vous remercie encore, Kazé et Rémi, et à chacun des participants pour votre contribution. Et puis, si vous avez d'autres questions, on vous enverra la présentation par email. Donc, vous pourrez avoir le contact direct de Rémi et Kazé. Et puis, n'hésitez pas non plus à retrouver les outils et les formations qui sont proposées gratuitement dans le cadre du Prime 44 de la Fondation territoriale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Belle fin de journée. Au revoir.